Donc, l'enregistrement de cet atelier présentation va seulement être la première partie. Donc, pour les personnes qui écoutent en rediffusion, vous aurez accès à la première partie. La deuxième partie sera un atelier virtuel où on va vraiment mettre en pratique l'outil, discuter entre nous. Et cette partie ne sera pas enregistrée. Donc, vous pourrez avoir accès au premier enregistrement. Voilà. Avant toute chose, j'aimerais reconnaître que la terre sur laquelle je joue, je vis, je travaille, puisque je suis à Montréal, est un territoire traditionnel non cédé de la Nation des Mohawks, ainsi que toutes les autres communautés autochtones qui reconnaissent Montréal comme leur terre. Je reconnais aussi que l'on travaille tous et toutes sur un territoire différent, des endroits différents dans tous les 4 coins du Québec. Donc, vous travaillez sur un autre territoire traditionnel autochtone. Je vous encourage fortement à prendre un petit moment pour y penser. Merci. Donc, je me présente. On sera 3 co-animatrices aujourd'hui. Moi, Marianne Palardy, je suis chargée de projet d'animation de communauté de pratique à la IDQ. Ça me fait plaisir. J'ai joint l'équipe il y a à peu près 5-6 mois. Et donc, j'ai aidé aussi à la fin un peu de la production de ce bel outil. Puis, je suis très contente d'avoir joint ce beau projet. Donc, bonjour, je m'appelle Isabelle Boisvert. J'ai consommé pendant 20 ans. J'ai une dépendance au crack et à l'héroïne pendant 15 ans. J'ai suivi j'ai commencé et continué, terminé plusieurs programmes TAO de méthadone, Suboxone. J'ai eu 2 traitements pour l'hépatite C, puis sur une période d'environ 10 ans, j'ai fait plusieurs centres de thérapie à travers le Québec, que ce soit des suivis externes, des programmes courte durée, longue durée. J'ai été en appartement supervisé pour mère toxicomane aussi. Puis, j'ai aussi eu plusieurs hospitalisations à travers les années, que ce soit pour psychose, blessure ou surdose. Puis, ma consommation m'a éventuellement conduit à la rue. Donc, à travers les années, j'ai vécu beaucoup de stigmas, puis j'en vis encore aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Puis, aujourd'hui, je co-anime en tant que consultante avec savoir expérientiel. Je suis aussi patiente partenaire au CHUM et je suis agente de recherche et de liaison communautaire pour le ICRAS et le CHUM. Puis, l'outil a été créé sous mon mandat avec l'ICRAS, mais je présente en tant que personne avec expérience vécue aujourd'hui. Merci Isabelle pour ce beau témoignage et aussi de toute ton aide dans ce processus-là, de la création de cet outil. On a travaillé fort à vraiment avoir ce côté-là et cette expertise-là et de reconnaître ça aussi, c'est important. Donc, moi, c'est Julie Soleil-Messine, responsable contenu et valorisation de la pratique à l'AIDQ et je vais co-animer avec mes 2 collègues, Marianne et Isabelle. Donc, je cède la parole à Marianne qui va faire l'intro. Je vais partager un PowerPoint. J'y arrive. Je pars. Est-ce qu'on voit ça? Là, je vais sauter cette petite partie-là et j'arrive aux objectifs. Vas-y, Marianne. C'est juste à dire aussi qu'on a bien ficelé l'atelier dans l'animation et il est possible qu'on ne soit pas très actif sur le chat. Faites-vous-en pas, on va vous lire en tout cas, ou si vous voulez vous lire entre vous. Mais on n'a pas quelqu'un d'attitré là, au chat pour l'instant, mais merci beaucoup pour vos commentaires, puis on va en prendre conscience. C'est juste le délai de réponse peut-être qui va être donc, les objectifs aujourd'hui, c'est principalement le lancement de l'outil, mais on le mettra en pratique aussi. Et d'abord, de comprendre c'est quoi la stigmatisation et ce que ressentent surtout les personnes qui la vivent. Donc, d'aller dans les émotions aussi. Découvrir un nouvel outil de sensibilisation, de réflexion et de référence. Donc, le mettre en pratique et donc l'outil de sensibilisation, le stigma en intervention, en prendre conscience et idéalement, peut-être réinvestir ces apprentissages que vous allez faire aujourd'hui dans votre pratique et au sein même de votre organisation. Donc, rapidement, le déroulement.
Donc, comme je l'ai expliqué, c'est un peu divisé en deux parties. On va avoir la première partie qui sera enregistrée où on va un peu démystifier, présenter, faire un survol de ce qu'est la stigmatisation parce que je pense qu'on peut en parler pendant des heures et des heures. Gilles Soleil va nous faire ça. Ensuite, on va présenter l'outil. Isabelle va nous présenter comment l'utiliser, comment elle est construite, son historique et tout. Et ensuite, on aura une pause et ce sera la fin de l'enregistrement pour les personnes qui sont en différé. Et nous, en deuxième partie, pour les personnes qui sont là, on va faire vraiment une activité interactive de réflexion. On va vous inviter à prendre la parole, bien sûr. Vous allez voir, on vous a préparé quelques questions, activités. On aura une conclusion ensuite et on vous invite, en fait, si vous n'avez pas été satisfait de l'interaction, vous avez le goût d'en jaser plus. Moi, Isabelle, on va rester ensuite. Donc, si vous avez, on va laisser le lien ouvert. Les gens pourront quitter ou les gens qui ont envie d'approfondir, poser leurs questions ou aller plus loin. Mais moi, Isabelle, on va être là. Donc, parfait. Donc, je vais commencer la partie sur le stigma un peu. Je vais vous partager une petite vidéo explicative qui est à peu près 2 minutes 40 secondes, qui a été réalisée par Cathy, qui vient juste de sortir une trousse pour les prestataires de services sur les bases de la réduction des méfaits, qui est vraiment un outil super intéressant qui a 4 modules différents et qui vaut la peine d'aller voir parce qu'il y a plein de questions, il y a plein d'affaires et c'est aussi beaucoup de transfert de connaissances. Ah, Oh, OK. attends, il y a quelqu'un qui parle. Oups. Donc, je vous montre la petite capsule. On part avec ça. J'espère que tout va bien se passer, que le son... Oups. L'avez-vous entendu, le son? Non. Non? Non Vous n'entendez plus. pas le son? Bon, on va recommencer. Désolée, je ne devrais pas faire. Et voilà, les plaisirs. Partage. Excusez. Là, vous l'entendez? Parfait. Il y a 3 principaux types de stigmatisation. La stigmatisation structurelle, la stigmatisation sociale ou publique et l'autostigmatisation ou la stigmatisation individuelle. La stigmatisation structurelle fait référence aux politiques ou aux pratiques des institutions, par exemple les gouvernements, les systèmes de soins de santé, les prestataires de services, qui restreignent intentionnellement les droits et les possibilités des personnes stigmatisées ou qui mènent à des conséquences non intentionnelles pour les personnes stigmatisées. Par exemple, la stigmatisation structurelle est évidente lorsque les personnes qui utilisent des drogues vivent de la discrimination de la part des premiers répondants ou des professionnels de la santé. La stigmatisation structurelle peut aussi être la raison pour laquelle les services sont conçus de sorte à exclure les gens qui utilisent des drogues. Par exemple, lorsque l'abstinence, ne pas utiliser de drogue, est requise pour avoir accès à des services. La stigmatisation sociale ou publique désigne l'exclusion et les stéréotypes associés à différents groupes de personnes. La stigmatisation sociale est perpétuée lorsque des étiquettes négatives au sujet des personnes qui utilisent des drogues sont employées dans les conversations quotidiennes et dans les médias. Lorsque des images négatives sont utilisées pour représenter des personnes qui utilisent des drogues et leurs familles, et lorsque les personnes qui utilisent des drogues et leurs familles ne sont pas prises en compte. L'autostigmatisation ou la stigmatisation individuelle survient lorsqu'une personne intériorise la stigmatisation sociale et structurelle. Elle apparaît lorsque les personnes appliquent à elles-mêmes les étiquettes et les messages négatifs qu'elles voient au sujet de leur groupe. L'autostigmatisation peut nuire à l'opinion qu'une personne a d'elle-même et à sa relation avec les autres. Je vais repartager mon écran.
Est-ce qu'on voit bien ça? Oui? Parfait. Donc, on vient juste de voir une explication quand même importante de c'est quoi la stigmatisation, puis quel effet que ça peut avoir aussi sur les personnes qui utilisent des substances à toutes sortes de niveaux, autant macro qu'individuel. Donc, c'est important de le reconnaître et de le voir. Au niveau de la stigmatisation, à cause de souvent la criminalisation, les personnes qui utilisent des substances vont connaître des niveaux élevés de stigmatisation et de discrimination de la part de leur famille, de leurs amis, de la société en général et aussi des soins de santé ou des autres entités institutionnelles qu'ils peuvent avoir. La stigmatisation brise la confiance, elle empêche la communication, puis souvent, ça va conduire les personnes vers la honte et la marginalisation. Il faut absolument aussi parler du côté de la... lorsque les personnes qui consomment des substances, c'est aussi des personnes qui vivent un stigma. Ici, par exemple, l'intersectionnalité est souvent importante aussi à bien saisir et à bien connaître en lien avec les privilèges que certaines personnes peuvent avoir et l'oppression que d'autres personnes peuvent avoir et comment on se voit et comment on se perçoit, et comment on voit et on perçoit les autres aussi. Donc, l'intersectionnalité, c'est le cumul des différentes formes de domination ou de discrimination vécues par une personne, fondée notamment sur son ethnicité, son genre, son âge, sa religion, son orientation sexuelle, sa classe sociale ou ses capacités physiques et qui entraîne une augmentation des préjudices subis. Par exemple, je suis une femme blanche venant de la classe moyenne et qui utilise des substances psychoactives de manière récréative, des fois abusive et tout ça. J'ai vécu des moments d'expérience difficiles, mais je n'ai jamais vécu de l'ostracisation pour ma consommation. Je n'ai jamais eu de démêlés avec la justice et je n'ai jamais été hospitalisée non plus. Donc, je suis une personne privilégiée comparée à d'autres personnes. Par exemple, une femme autochtone qui consomme la même substance que moi, qui viendrait probablement d'un même genre de milieu que moi, pourra vivre beaucoup plus d'oppression, de profilage que moi. Donc, de bien comprendre et de bien saisir que les personnes peuvent être, et il y a des gens aussi qui cumulent plusieurs différents éléments, être une femme trans, racisée, qui vient d'un milieu moins aisé et tout ça, va peut-être vivre beaucoup plus d'oppression que de quelqu'un qui est plus du côté des privilèges. Donc, la stigmatisation est néfaste car elle crée de réels obstacles à l'accès aux soins de santé, aux soins juridiques et à des services sociaux essentiels. Ça entraîne aussi un cycle néfaste perpétuel. Les personnes qui bénéficieraient le plus de l'aide ne peuvent pas y accéder et sont encore plus marginalisées dans la société. Donc, la stigmatisation peut servir d'outil d'oppression pour retirer le pouvoir à des personnes. Les personnes qui consomment certaines substances subissent une oppression constante en raison de nombreux aspects interreliés de leur identité. Pour faire cesser la stigmatisation, particulièrement des personnes marginalisées, il faut créer un climat relationnel sain afin que les personnes concernées par la consommation de substances se sentent à l'aise d'aller chercher du soutien et d'utiliser les services. Ici, j'ai un exemple d'une de mes collègues avec laquelle j'ai travaillé et j'ai voulu qu'elle me parle un peu, qu'elle me témoigne un peu par rapport au langage, par rapport à comment le langage, qu'est-ce que le langage ou les mots qu'on utilise évoquent chez elle. Puis je trouvais que c'était une citation quand même très pertinente. Il y a plusieurs années, quand on s'est mis à s'intéresser aux termes employés et à utiliser un langage qui met la personne à l'avant-plan, je me demandais pourquoi on s'en faisait avec si peu. Je me disais que ça ne valait pas la peine et que ce n'était pas si important. Aujourd'hui, je comprends que les mots sont lourds de sens. Ils évoquent des images, des émotions. Ils alimentent notre dialogue intérieur. En fonction de notre vécu, de nos expériences et de nos conditions de vie, la langue
teinte notre dialogue intérieur, notre empathie et notre compréhension, ou l'absence de ces capacités. Cela nous pousse aussi à croire ou non que certaines vies valent plus que d'autres ou que les personnes sont responsables de ce qui leur arrive et ne méritent donc pas le respect. Donc, ça nous amène à parler un peu d'une situation que probablement beaucoup d'entre vous connaissez, hein, le décès de Joyce Ishwakan, survenu dans des circonstances abjectes le 28 septembre 2020 au centre hospitalier de Joliette, dans le Lanaudière, au Québec, près de la communauté Atikamekw de Manawan. Cette situation n'était pas la première, hein, clairement. Toutefois, il y a une vidéo qui a été témoin de ça et donc nous avons aussi probablement, plusieurs d'entre nous étaient témoins de cette situation horrible. Puis ça constitue vraiment l'étincelle des démarches ayant mené à la présentation de ce mémoire par le Conseil des Atikamekw de Manawan et le Conseil des Nations Atikamekw. Selon eux, il est temps d'une prise de position ferme des gouvernements contre le racisme systémique envers les Autochtones et au sein des systèmes de santé et des services sociaux. Ce principe est une déclaration, un appel à l'action et à l'engagement lancé auprès des gouvernements afin que cesse une situation intolérable et inacceptable. Ils vont émettre 5 propositions. Je vous invite vraiment à le lire si vous ne l'avez pas encore fait, d'aller voir. Il y a 5 propositions avec beaucoup de mise en application et de comment le mettre. Il y a le point 1 et 2, c'est vraiment que les gouvernements fédéraux et provinciaux reconnaissent le racisme systémique. Le deuxième, c'est en relation entre les Autochtones et le grand public en matière de santé et de services sociaux. Et ici, on parle beaucoup de l'importance de la sensibilisation, de l'éducation des allochtones sur les réalités autochtones et que ça doit être reconnu. Le quatrième point est beaucoup en lien avec la relation entre Autochtones et les établissements d'enseignement. Et ici, c'est vraiment que les différents départements d'enseignement incluent dans leur programme le principe de Joyce. D'ailleurs, je suis chargée de cours à l'Université de Montréal et à la FEP, la Faculté de l'éducation permanente. Nous sommes en train de travailler activement à mettre ça en place. Et le dernier, c'est la relation entre les Autochtones et les ordres professionnels, les associations du domaine de la santé et des services sociaux. Et on peut vous dire que l'AIDQ a adopté le principe de Joyce et nous mettons des actions en place, en premier lieu, en nous éduquant nous-mêmes et en nous formant, l'équipe et tout le monde, pour par la suite être capable de continuer dans ce sens-là. Donc, voilà pour cette petite introduction rapide sur c'est quoi la stigmatisation. Et je vais céder la parole à ma collègue Isabelle, qui va faire le tour un peu de l'outil. Donc, bonjour. Merci, merci Julie Soleil. Donc, l'outil qu'on a créé vraiment... Julie Soleil, est-ce que tu peux enlever le partage d'écran, s'il te plaît? Merci. Donc, l'outil qu'on a créé a été une super belle collaboration entre l'AIDQ et l'Initiative canadienne de recherche en abus de substances, qui est l'ICRAS, le Pôle Québec. Puis, donc, je tiens à dire que la stigmatisation qui est associée à l'usage de substances est très présente dans notre société. Puis, elle joue un rôle dans la prise en charge par les services de santé. Puis, elle affecte beaucoup le bien-être émotionnel et physique des personnes qui consomment. L'outil qu'on a créé, qu'on va vous présenter dans quelques minutes, est un outil qui met en lumière des cas réels, des témoignages qu'on a eus. Il y a 3 témoignages qu'on vous présente. C'est aussi un outil pour vous amener à réfléchir, soit par vous-même ou en équipe, puis aussi pour ouvrir la discussion, que ce soit tant au niveau personnel ou professionnel. C'est un outil d'intervention aussi.
Puis, on vous offre des pistes de solutions pour une prise en charge efficace dans les services de la santé. Mais malgré que l'outil a été en premier lieu fait pour les services du réseau de la santé, c'est aussi très pertinent pour tous les domaines, que ce soit judiciaire, carcéral, les corps policiers, tout ce qui est le milieu communautaire, réduction des méfaits, prévention, pour les étudiants aussi, pour la recherche aussi, la recherche avec les personnes qui consomment et autres. Puis c'est vraiment un outil qu'on vous encourage fortement à partager, à utiliser, puis qu'il n'y a pas de date de péremption. Donc, puis on a créé l'outil de façon bilingue. Bien, de façon bilingue. Il est bilingue. Donc, on a créé la version anglaise et française en format virtuel ainsi qu'en format imprimable. Puis, ça va tout vous être partagé bientôt dans le lien du chat. Donc, c'est ça. Puis, un petit dernier point là, avant qu'on vous le présente. Dans le fond, les histoires de vie qui sont présentées reflètent certains comportements puis actions dommageables qui contribuent à la stigmatisation, à la discrimination, à la marginalisation, ainsi qu'à la charge émotionnelle qui peuvent être vécues en raison de la méconnaissance, des préjugés et des jugements de valeur liés à l'usage de substances. Donc, je vais inviter ma collègue à le partager. Donc, on vous présente notre outil, qui est un outil de 10 pages. Donc, j'ai un peu couvert l'introduction. On a certains quotes. C'est quoi des quotes? En tout cas, bref. Des citations. Des citations, merci. Excusez-moi. Puis, on a 3 mises en situation. Chaque section de mise en situation a le même format. Donc, on a le témoignage de la personne. On a 3 mises en situation. Donc, la première, c'est une personne qui nous a témoigné son expérience pour accéder à un centre de détox. Puis, ce n'était pas la première fois qu'elle demandait de l'aide. Puis, elle a été accompagnée par les policiers pour aller à ce centre de détox-là. Puis, ce qu'on lui a dit à l'accueil, ce qu'ils ont dit aux policiers, c'était que ce n'était pas la première fois qu'elle demandait de l'aide, qu'elle était venue il y a 6 mois, puis que dans le fond, elle ne voulait pas vraiment s'aider. Donc, je vous inviterai à les lire en détail. Puis, la deuxième situation, c'est en milieu hospitalier, un autre témoignage qu'on a eu. Puis le troisième, c'est la difficulté d'accès au centre de thérapie en dépendance pour une personne qui est sous TAO, donc sous Suboxone ou Cadian ou Méthadone. Puis, la façon qu'on a bâti l'outil, bon, il y a la mise en situation. Après, il y a une section discussion. Donc, la personne nous a communiqué comment elle s'est sentie dans cette situation-là, qu'est-ce qui s'est passé par la suite, puis comment on aurait pu faire autrement, qu'est-ce qui aurait aidé. Puis des fois, ce n'est pas sorcier, là, c'est des petits trucs qui peuvent vous aider dans vos interactions avec les personnes qui consomment, que ça soit de l'écoute ou de la compassion, ou des fois, on offre des pistes de solutions plus spécifiques, mais si chacun fait sa part dans son quotidien, ça peut faire une grosse différence pour tous puis dans la société. Puis, je suis profondément convaincue que ça peut sauver des vies aussi, parce qu'on n'a pas peur de revenir dans le système. Puis, la troisième section de chaque cas, on a des éléments de réflexion. Donc, c'est des questions qu'on vous amène à vous poser personnellement ou en équipe ou avec vos proches. Ou on vous invite aussi à organiser des activités de discussion dans vos départements, dans vos organisations. Puis, le but de l'outil, c'est vraiment
d'aider à améliorer la pratique avec les personnes qui consomment, puis la pratique de votre organisation, puis aussi de prévenir la stigmatisation le plus possible dans votre milieu de travail ou dans votre vie personnelle, puis aussi de dénoncer puis de condamner des comportements stigmatisants dont vous êtes témoin. Puis à la fin complètement de notre super outil, excusez, il y a des gens qui se joignent à nous. Donc, il y a une boîte à outils là, que Julie Soleil va vous parler tout à l'heure, donc avec plein de liens intéressants. Donc, c'est cela pour l'outil. Donc, je vais partager de nouveau mon petit PowerPoint. Je vais vous parler de quelques références qui, quand même, donnez-moi une petite seconde. J'y arrive. On voit bien ça? Oui. Donc, aussi à la fin, je pense que de donner une boîte d'outils, je pense que c'est toujours bien important d'essayer d'outiller le plus possible parce que c'est sûr que dans les 2 heures qu'on a, on n'a pas le temps de passer à travers tout, mais quand même, les situations, les mises en situation qui sont là, mais ça peut aussi aider d'avoir des références pour nous aider à réfléchir et continuer et à comprendre aussi un peu les différentes choses qu'on peut se faire vivre à d'autres ou qu'est-ce qu'on peut vivre aussi ou comment on s'organise par rapport à ça. Dans le milieu ici, j'en ai parlé tantôt un peu, on avait une citation de Input et de Anput. Input, c'est l'Association internationale de personnes qui utilisent des substances et Anput, c'est l'Association asiatique des personnes qui utilisent des substances. Et ils ont créé un super document sur le langage. Je sais qu'il y en a plusieurs ou d'autres, on en a mis d'autres références dans notre chose, mais celui-là a été fait par et pour. Donc, un des éléments super intéressants dans ce document-là, c'est qu'il y a les mots, quoi dire, quoi pas dire, mais pourquoi pas les dire aussi. Ça, des fois, se poser les questions, pourquoi qu'on dit ça? Pourquoi qu'on continue à perpétuer ces mots-là qui blessent, qui font mal et qui marginalisent les personnes? Et donc, d'y réfléchir, c'est important de le faire. J'ai travaillé avec 2 collègues aussi, Chloé Sage et Jared Austin, qui sont 2 de mes collègues où je travaille sur l'analyse des substances. Mais en créant nos outils et nos choses, on a fait la réflexion d'écrire notre premier chapitre sur les espaces inclusif, sécuritaire et tout ça. Et une grande section de ce chapitre-là, c'est vraiment tout en lien de déconstruire un peu l'oppression, réfléchir à notre privilège, réfléchir à qui nous sommes comme individus, réfléchir aux mots, réfléchir à tout ça. Il y a plein d'outils, il y a plein de différentes mises en situation et aussi des petites mini-formations pour nous aider à réfléchir. Donc, je vous le conseille. Il y a plein de belles petites choses là-dedans. Et en plus, dans notre boîte à outils, on vous a mis quelques petites vidéos vraiment super intéressantes aussi sur les questions autochtones, le colonialisme médical canadien. Il y a le pédiatre urgentiste Samir Shahen Hussein qui a vraiment écrit un livre qui vaut la peine d'être lu, Plus aucun enfant autochtone arraché pour en finir avec le colonialisme médical canadien. Et il a fait aussi avec Amnesty International, excusez, mon téléphone sonne, avec Amnesty International Canada francophone pour en finir avec le colonialisme médical canadien avec 5 femmes autochtones médecins ou qui ont travaillé dans le système de la santé et de voir eux tout ce qu'ils ont vécu aussi comme marginalisation en étant même médecin, en travaillant et toutes ces différentes choses-là, ça vaut vraiment la peine. C'est un coup de cœur comme webinaire et il y a plein d'autres choses. En anglais aussi et en français, on a essayé aussi d'avoir les 2 côtés. Des fois, on ne les avait pas en anglais, mais je vous conseille fortement. Tous les liens qui sont là sont cliquables, ils vont vers des liens et de continuer un peu votre réflexion dans ce sens-là. Donc, voilà pour moi. Je vais arrêter de partager.
Bonjour. Donc, pour ceux qui sont joints un peu en retard, je réexplique un peu le concept d'enregistrement qui va prendre fin. Ici, pour la première partie qui était peut-être plus théorique, on présentait ce qui était la stigmatisation et surtout l'outil et la belle boîte à outils qui vous attend. Donc, ici, on serait rendu à la pause de 10 minutes et on mettrait fin à l'enregistrement. Alors, merci d'avoir revisionné. Revisionné, c'est ça, cette belle atelier, cette présentation. Puis pour les gens, les autres qui restent, pour l'enregistrement. Donc, pour les personnes qui restent, stop.